et bienvenue dans ce nouveau décryptage d'Essentiel Express. C'est un réel plaisir de se retrouver pour ce format où on prend vraiment le temps de la réflexion. Bonjour, oui, un vrai plaisir partagé. C'est toujours nécessaire de prendre un peu de recul. Absolument. Et aujourd'hui, notre analyse en profondeur nous emmène directement au cœur de la République de Guinée. Nous sommes en plein mois de février 2026 et il est vraiment fascinant d'observer à quel point le pays se trouve à un carrefour monumental de son histoire. C'est le mot juste, monumental. L'objectif de notre exploration aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent, c'est de décortiquer une période de transformation qui s'annonce vertigineuse. D'après l'ensemble des documents, des articles et des rapports qu'on a pu rassembler, il est très clair que la Guinée navigue simultanément sur 3 océans assez agités. 3 dynamiques majeures, oui. Voilà. Un boom minier sans précédent, un retour extrêmement remarqué sur la scène diplomatique sous-régionale et c'est peut-être le plus sensible, une restructuration totale de son paysage politique interne. C'est une équation à multiples inconnus qu'on va tenter de résoudre ensemble. C'est tout à fait ça, une équation très complexe. Et la mission de notre analyse, à travers la synthèse de toutes ces sources récentes, c'est vraiment de créer un pont. Un pont intelligible entre ces chiffres macroéconomiques qui affolent les compteurs mondiaux et la réalité très concrète des populations locales. Exactement. Le quotidien, voilà. Mais il est aussi de notre devoir de rappeler une règle d'or pour ce décryptage. Notre posture reste strictement neutre et factuelle. c'est très important de le souligner. Essentiel même. Les sources que nous avons consultées comportent des opinions politiques divergentes, des tensions sociales palpables, des paris économiques risqués. Notre but n'est en aucun cas d'endosser l'une ou l'autre de ces perspectives. Bien sûr. Nous sommes là pour exposer avec clarté les faits, les arguments en présence, afin d'offrir à notre auditoire une vision panoramique et surtout équilibrée de la situation guinéenne actuelle. Et cette neutralité, c'est vraiment notre boussole, d'autant plus que le premier dossier sur notre table est éminemment politique. Le paysage électoral guinéen est en pleine recomposition, avec en ligne de mire un horizon très clair, mai 2026. Les fameuses élections locales. C'est ça. Pour bien saisir la dynamique actuelle, il faut remonter de quelques mois. Fin 2025, la Guinée a franchi 2 étapes institutionnelles majeures. D'abord, l'adoption d'une nouvelle constitution par référendum en septembre, ensuite l'élection présidentielle du 28 décembre. Une élection qui a redessiné la carte. Complètement. Une élection qui a vu la victoire dès le premier tour de Mamadi Doumbouya sous la bannière de la coalition GMD pour bâtir ensemble. Avec un score très net. Un scrutin remporté avec une majorité écrasante de 86,72% des voix. Et la nouvelle qui vient d'électriser l'espace public, c'est ce décret présidentiel tout récent. Celui du 20 février. Exactement. Le décret du 20 février 2026, la date des élections législatives et communales est désormais gravée dans le marbre. Ce sera le dimanche 24 mai 2026. Cette date du 24 mai, elle agit comme un véritable catalyseur sur l'échiquier politique. Ce qui ressort de l'analyse des forces en présence, c'est une intense phase de manœuvre stratégique. Surtout au sein de la mouvance présidentielle, n'est-ce pas ? Particulièrement, oui. Le Premier ministre est actuellement à la manœuvre avec une directive très ferme. Il exhorte les partis alliés à ne plus se contenter d'une simple coalition, mais à fusionner. Fusionner organiquement. Organiquement au sein du parti présidentiel, la GMD, la Génération pour la modernité et le développement. Le discours officiel met en avant la nécessité d'éviter la double appartenance politique. Ce qui, d'un point de vue stratégique, ressemble à une volonté de créer un véritable rouleau compresseur électoral. C'est l'idée, oui. Sécuriser la base. Parce qu'historiquement, les coalitions de l'Afrique de l'Ouest ont souvent souffert de querelles intestines une fois le pouvoir conquis, surtout lors de la répartition des sièges législatifs ou des mairies. En exigeant la fusion pure et simple, le camp présidentiel semble vouloir imposer une discipline de fer et verrouiller sa majorité à l'Assemblée nationale. C'est une lecture très pragmatique de la situation. Mais face à cette concentration des forces au pouvoir, comment réagissent les différentes composantes de l'opposition ? L'espace semble se réduire et pourtant les stratégies divergent beaucoup. L'opposition montre effectivement des visages et des tactiques très variés face à cette nouvelle donne. Prenons le cas du parti modèle, le mouvement démocratique libéral. Leurs instances ont officiellement annoncé qu'elles participeraient à ces joutes de mai 2026. C'est le choix d'exister de l'intérieur. Voilà. Exister de l'intérieur, malgré les contraintes du système actuel.
Ensuite, il y a la posture très intéressante à analyser du PEDN, le Parti de l'espoir pour le développement national, dirigé par Lansana. Parti qui avait vu sa candidature recalée lors de la présidentielle. Tout à fait. Et plutôt que d'opter pour la politique de la chaise vide, le PEDN perçoit ces élections locales et législatives comme un tremplin vital. L'enjeu pour eux, c'est vraiment de reconstruire une légitimité par la base, en s'implantant dans les communes. Donc c'est le pari de l'enracinement local contre le boycott. Cependant, tout le monde ne partage pas cette approche participative. Ah non, loin de là. Du côté du Front D, le Front démocratique guinéen, la logique est celle de la contestation frontale. Son leader, Abdoulaye Baldé, qui s'est classé deuxième à la présidentielle avec, je crois, 6,59% des suffrages. C'est bien ça. Il maintient une ligne dure de rejet des résultats de décembre. Cette pluralité au sein de l'opposition illustre parfaitement le dilemme classique. Faut-il participer pour sauver quelques sièges et exister institutionnellement ? Ou contester l'ensemble du processus au risque de disparaître des instances de décision. C'est toute la question qui animera les semaines à venir. Et cette reconfiguration partisane ne flotte pas dans le vide. Elle s'inscrit dans un climat social et judiciaire, disons-le, extrêmement lourd. Les sources qu'on a compulsées mettent en lumière des tensions persistantes. Ça rappelle que la transition ne se fait pas sans heurts. L'actualité judiciaire en est le reflet direct, incontestablement. Prenons l'exemple d'Aboubacar Toumba Diakité, qui est une figure centrale des événements tragiques du 28 septembre 2009. Son extraction récente de la prison a fait beaucoup de bruit. Énormément. Son extraction particulièrement agitée de la maison centrale de Corantier pour être transférée vers la prison de Kouya officiellement, suite à une altercation avec les gardes, ça montre la grande nervosité qui entoure les dossiers de haute sécurité. Et cette volonté de contrôle ou d'assainissement de l'État, elle se déplace également sur le terrain économique. On le voit avec les travaux titanesques de la CRIEF. La Cour de répression des infractions économiques et financières. Exactement. Les tribunaux examinent des affaires qui impliquent les plus hauts sommets de l'ancienne administration. Le procès de Mohamed Lamine Bangoura, l'ancien président de la Cour constitutionnelle, est très emblématique. Il fait face à des accusations de détournement portant sur près de 20 milliards de francs guinéens. Accusations qu'il rejette catégoriquement, il faut le préciser. Procès hyper médiatisé envoie un signal très fort de reddition des comptes. Tout en cristallisant en parallèle les débats sur l'impartialité de la justice. Et ces débats judiciaires font écho à des inquiétudes sociétales beaucoup plus larges. Le climat social global. Voilà. Le climat social est ponctué d'incidents notables. Les récentes manifestations dans la région aurifère de Siguiri, par exemple, ont poussé le gouvernement à promettre des mesures drastiques contre l'orpaillage clandestin pour ramener le calme. Et il y a aussi la question des droits humains soulevés par la société civile. Tout à fait. Des voix émanant des organisations de défense des droits humains, notamment celle de l'activiste Abdoul Sakho, continuent de réclamer la lumière sur les disparitions de figures connues comme Oumar Sia et Mamadou Biloba. Ces éléments factuels dessinent une toile de fond où la quête de stabilité institutionnelle se heurte encore à des revendications sécuritaires et démocratiques profondes. Et pourtant, cette stabilisation, elle est la condition sine qua non pour réussir le pari qui s'annonce dans notre deuxième grand axe. Le bouleversement économique massif de la Guinée. Parce qu'au-delà des urnes et des prétoires, c'est vraiment dans le sol que se joue l'avenir du pays. La Guinée entre avec fracas dans ce qu'on pourrait baptiser l'ère du fer. Propulsé par le réveil d'un géant endormi depuis des décennies. Le méga projet de Simandou. L'exploitation a officiellement débuté à la fin de l'année 2025. C'est un moment véritablement historique marqué par le départ du premier navire chargé de minerais de fer depuis le nouveau port de Moribaya. Direction la Chine. Et Simandou, ce n'est pas seulement un projet minier. C'est une refonte structurelle de la géographie du pays. Les chiffres sont tout simplement étourdissants. On parle d'infrastructures monumentales. Le projet repose sur le déploiement de plus de 1300 km de voies ferrées flambant neuves. 1300 km, c'est colossal. C'est gigantesque. Ces rails, gérés par la CTG, la compagnie du Transguinéen, traversent le pays pour relier les gisements enclanés aux façades maritimes. L'objectif de production à plein régime est fixé à 120 millions de tonnes de fer par an. 120 millions de tonnes. C'est une capacité d'exportation qui a carrément le pouvoir de modifier les équilibres géopolitiques globaux de l'acier. Totalement. Ça offre au marché asiatique une alternative de classe mondiale face aux géants traditionnels que sont l'Australie ou le Brésil.
Et ce qui est stupéfiant, c'est que cette offensive sur le fer s'ajoute à l'accélération phénoménale du pilier historique de l'économie guinéenne, La bauxite. la bauxite, qui sert à fabriquer l'aluminium. Les registres du premier trimestre 2025 montrent une performance record absolue avec 48,6 millions de tonnes exportées. C'est un bond prodigieux de 39% par rapport à l'année précédente. Et pour absorber un tel volume de terre rouge, la Guinée a dû transformer son littoral en un vaste chantier industriel. Le pays est passé de 5 à 9 installations portuaires opérationnelles. L'accumulation de ces deux dynamiques industrielles massives, le fer et la bauxite, produit un impact macroéconomique retentissant. Les prévisions de croissance pour l'année 2026 sont projetées à plus de 10,5%. 10,5% de croissance. À l'échelle mondiale, c'est un chiffre digne des plus grands miracles économiques asiatiques des années 90. C'est vrai, la Guinée se positionne statistiquement comme l'une des économies les plus vibrantes du continent. Toutefois, et c'est là que notre analyse prend tout son sens, l'étude approfondie de nos sources impose d'apporter un bémol de taille. Oui, il faut regarder sous la surface. Derrière ce vernis étincelant d'une croissance à deux chiffres se cachent des vulnérabilités structurelles majeures, des failles qui pourraient fragiliser l'édifice tout entier. Et c'est là qu'on touche au paradoxe de cette économie. Comment un pays qui exporte des dizaines de millions de tonnes de matières premières précieuses, qui affiche 10,5% de croissance, peut-il avoir une population qui ne ressent pas cet enrichissement dans son quotidien ? Le premier élément de réponse se trouve dans la dépendance extrême. Environ 90% des recettes d'exportation de l'État reposent exclusivement sur ce secteur minier. C'est le syndrome très classique de l'économie de rente. Exactement. Le pays est organiquement lié à la demande extérieure, et particulièrement à l'appétit de la Chine. Si la machine industrielle chinoise ralentit, c'est tout le budget guinéen qui encaisse le choc de plein fouet. Et l'autre paradoxe, peut-être le plus frappant de tous quand on regarde les rapports, réside dans l'architecture financière du pays. Le taux de bancarisation de la population guinéenne stagne autour de 4%. Seulement 4%? Ça signifie très concrètement que 96% des liquidités s'échangent de la main à la main. On est dans l'économie informelle. Dans ces conditions, les milliards générés par Simandou ou les ports de Bokeh peinent terriblement à s'injecter dans l'économie réelle. Il ne se transforme pas en prêt pour les petites entreprises, ni en pouvoir d'achat pour les ménages. D'autant plus que l'inflation est repartie sur une pente ascendante. Elle a atteint environ 3,7% fin 2025. Le coût du panier de la ménagère reste une préoccupation centrale pour les citoyens. Et il y a aussi la question environnementale. Retourner des montagnes entières pour extraire le fer et la bauxite implique un coût énergétique et écologique colossal. Le secteur extractif avale la majorité de l'énergie disponible. Ça pose des défis immenses pour la gestion des eaux et la préservation des terres agricoles. C'est justement pour tenter d'échapper à cette fatalité de la rente brute que les autorités affichent une volonté stratégique nouvelle, le passage à la transformation locale. Le grand défi de la transformation. L'objectif martelé dans les discours officiels, ce n'est plus seulement d'exporter de la terre rouge ou des cailloux noirs, mais de construire des raffineries d'alumine et de jeter les bases d'une véritable industrie sidérurgique sur le sol national. Le projet Simandou inclut d'ailleurs, dans ses cahiers des charges, des études de faisabilité pour la production locale d'acier ou de pellets. Le défi est titanesque, certes, mais s'il est relevé, il permettrait enfin de capter la valeur ajoutée sur place. Et de générer des milliers d'emplois qualifiés pour la jeunesse guinéenne. L'industrialisation, comme seul véritable rempart contre la précarité, c'est une évidence. Mais pour industrialiser, il faut être connecté, physiquement, mais aussi diplomatiquement. Ce qui nous amène à notre troisième grand axe d'analyse. Le repositionnement diplomatique de la Guinée et les réformes du quotidien. Sur la scène ouest-africaine, le 28 janvier 2026 restera une date marquante. La CEDEAO a officialisé la levée totale des sanctions qui frappaient Conakry. Cette décision, elle entérine la réintégration pleine et entière de la Guinée au sein de la famille institutionnelle sous-régionale. Fini le temps de la suspension. La Guinée retrouve son droit de vote et sa voix dans les sommets de la CEDEAO. Et comment expliquer ce revirement ? L'organisation a justifié cette main tendue par l'adoption de la nouvelle constitution et le déroulement de la présidentielle. Mais on peut aussi y voir une forme de pragmatisme diplomatique. Face aux crises multiples qui secouent l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO privilégie la realpolitik. Normaliser les relations avec un pays dont le poids économique et logistique devient tout simplement
incontournable. Exactement. Le retour à Conakry du Centre régional des ressources en eau de la CEDEAO est d'ailleurs un symbole fort de ce réchauffement. Cependant, ce succès régional contraste vivement avec un récent coup de froid à l'international. Le 20 février 2026, au moment même où le décret électoral était publié, les États-Unis annonçaient la suspension de la délivrance de certains visas d'immigration pour les ressortissants guinéens. Une mesure qui s'inscrit dans une politique globale touchant 75 pays, il faut le préciser. Mais ça rappelle que la réintégration diplomatique totale sur la scène internationale est un processus complexe, soumis à des critères variés. Mais ces vents contraires diplomatiques n'empêchent pas l'appareil d'État de poursuivre des réformes internes très pointues. L'une des plus significatives abordées dans nos sources concerne la gouvernance et la justice économique. On a évoqué la CRIEF tout à l'heure, mais il y a un outil tout aussi crucial, l'AGRS, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Jusqu'à récemment, le problème récurrent lors des procédures anticorruption, c'était la déperdition des biens saisis. Des véhicules coûteux qui pourrissaient dans les cours des commissariats, des comptes bancaires gelés mystérieusement vidés, Des entreprises confisquées qui périclitaient par manque de gestion. le fameux trou noir des saisies judiciaires qui ruine la crédibilité de l'État. Mais la réforme actée fin janvier 2026 tente de colmater ces brèches. Oui, le directeur de la GARAC a pris la décision de déployer des agents référents directement à l'intérieur du pays, au sein des juridictions régionales, dans les tribunaux de première instance de Bouquet, Farana, Kankan, Kindia, Labé, Mamou et Nzérikouré. Ces fonctionnaires agissent désormais comme des courroies de transmission directe avec l'agence centrale à Conakry. Ce maillage territorial change considérablement la donne bureaucratique. La mission de ces référents, c'est de garantir une traçabilité instantanée et une conservation rigoureuse des biens dès l'instant où ils sont placés sous main de justice. Qu'il s'agisse d'un parc automobile illicite à Cancan ou d'un bien immobilier suspect à l'Abbé, l'État se dote d'une procédure standardisée pour empêcher la dissipation de ses avoirs. À terme, l'objectif est que ces ressources confisquées puissent être liquidées ou réaffectées au profit du trésor public. C'est un mécanisme très technique, très discret, mais absolument fondamental pour assécher financièrement les réseaux de corruption. Et restaurer la confiance dans l'action publique. Mais restaurer la confiance, ça passe aussi et surtout par l'amélioration concrète des conditions de vie. Il est inutile de parler de transformation locale de la bauxite si les infrastructures énergétiques ne suivent pas. La lumière et le courant, ce sont les nerfs du développement. C'est pour ça que le décryptage des investissements publics souligne deux avancées majeures. La mobilisation de près de 30 millions de dollars de financement supplémentaires pour achever le réseau d'interconnexion électrique entre la Guinée et le Mali. Et l'annonce de l'imminence des travaux du barrage hydroélectrique de Fomi. Ces chantiers énergétiques sont la clé de voûte de toute la stratégie guinéenne. Le pays possède un réseau hydrographique exceptionnel, Souvent qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. exactement, mais ce potentiel demeure largement sous-exploité. Le réseau actuel est très dépendant de la pluviométrie, ce qui expose les industries et les ménages au fameux délestage sévère lors des périodes de sécheresse. Multiplier les grands barrages comme Fomi et sécuriser l'approvisionnement grâce à l'interconnexion sous-régionale, c'est l'assurance vie nécessaire pour alimenter des raffineries d'alumine très gourmandes en énergie, tout en élargissant l'accès à l'électricité dans les foyers. C'est la dimension matérielle du quotidien. Mais la vie de tous les jours, c'est aussi un ensemble de valeurs, d'éducation et de normes sociales. Et sur ce plan, une affaire récente, en apparence banale, a enflammé l'espace public et mis en lumière de profonds clivages au sein de la société. Le mois dernier, dans la préfecture de Bokeh, précisément dans la cité industrielle de Kamsar, 5 élèves ont été définitivement exclus de leur établissement scolaire. Le motif est assez révélateur de notre époque. La réalisation et la diffusion d'une vidéo virale sur les réseaux sociaux. Dont le contenu a été jugé par les autorités éducatives comme totalement incompatible avec les mœurs et la rigueur du règlement scolaire. Cette affaire de Kamsar dépasse largement le cadre du simple fait divers. Elle cristallise un véritable conflit philosophique sur la gestion de la jeunesse guinéenne. D'un côté, la direction préfectorale de l'éducation défend une approche de tolérance zéro. L'argumentaire repose sur la nécessité de préserver le caractère sacré de l'institution scolaire, d'y maintenir une discipline de fer et de protéger les valeurs morales traditionnelles face aux dérives des smartphones. La sanction se veut exemplaire.
Sauf que cette approche très punitive a provoqué une levée de boucliers spectaculaire de la part des acteurs de la société civile liés à l'enseignement. La FGUPL, la Fédération guinéenne des parents d'élèves, et le SNE, le Syndicat national de l'éducation, se sont publiquement insurgés contre cette décision. Pour eux, le débat ne porte pas sur la nécessité de punir un écart de conduite, mais sur la proportionnalité de la peine. Ils estiment qu'exclure définitivement des adolescents du système éducatif pour une faute morale numérique est inacceptable. Et c'est là que l'analyse devient profonde. Les syndicats invoquent le droit universel à l'éducation. Ils soutiennent que le rôle de l'école n'est pas de rejeter les éléments perturbateurs à la rue, où ils sont livrés à eux-mêmes, mais de faire un travail de redressement, d'encadrement, de pédagogie. C'est l'illustration parfaite du choc entre une vision conservatrice axée sur l'autorité et une vision moderne centrée sur les droits de l'enfant. L'écho qu'a rencontré cette affaire prouve la vitalité de l'opinion publique guinéenne. Une société civile qui veille au grain sur les valeurs de la nation, capable de se mobiliser sur des enjeux sociétaux fondamentaux, bien au-delà de la politique politicienne. Absolument. Nous voici arrivés au terme de cette vaste traversée des sources. Si l'on doit rassembler les pièces de ce grand puzzle, quel est le tableau final qui se dégage de cette analyse globale ? La synthèse esquisse le portrait captivant d'une Guinée qui évolue à deux vitesses différentes, presque contradictoires. D'un côté, la superstructure macroéconomique. Un véritable titan industriel qui s'éveille, qui bat des records d'exportation de bauxite, qui lance le train de Simandou. Une force de frappe qui valide son retour dans la diplomatie ouest-africaine. Oui, mais de l'autre côté, l'infrastructure sociale et politique interne reste en plein chantier. La consolidation forcée des partis vers l'élection de mai 2026, l'inflation, la non-bancarisation, les tensions judiciaires, tout cela montre que l'ingénierie sociale est infiniment plus complexe à bâtir qu'une ligne de chemin de fer. L'enjeu de la décennie sera d'arrimer ces deux réalités pour que le boom macroéconomique ne soit pas un mirage pour le citoyen ordinaire. Le constat est limpide. Tout à fait. Et pour conclure cette édition d'Essentiel Express, il est intéressant de proposer une nouvelle grille de lecture. Une réflexion qui porte au-delà de nos frontières immédiates. Nous avons détaillé comment les gigantesques infrastructures de Simandou sont financées et destinées à alimenter massivement le complexe industriel asiatique, principalement chinois. Le grand partenaire. Dans le même temps, nous avons noté le resserrement des politiques migratoires occidentales illustrées par la suspension des visas américains. La question qui se profile est donc celle d'un pivot géopolitique majeur. C'est une question cruciale. L'économie guinéenne, en s'arrimant aussi lourdement à l'Asie pour l'exploitation de ses ressources vitales, est-elle en train d'opérer une rupture discrète mais irréversible avec sa sphère d'influence atlantique traditionnelle ? Ce basculement vers un bloc oriental exclusif pourrait redéfinir non seulement la politique étrangère, mais aussi les alliances technologiques et sécuritaires de la Guinée pour le demi-siècle à venir. C'est une dynamique fascinante qui mérite d'être surveillée de très près par quiconque s'intéresse à l'évolution du continent. Absolument. Le monde évolue vite, les enjeux se complexifient et nous serons là pour continuer à les décrypter. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée. À très bientôt pour une nouvelle exploration dans Essentiel Express.